bourse. Absolument. Ça fait vivre plein de gens. Mais nous, on va parler de la vraie peur, celle qui est vraiment boursière et qui va nous permettre de découvrir déjà des choses sur la peur en bourse, sur les indices de la peur aussi. Et puis vous verrez qu'on parlera aussi de la peur sur beaucoup de sujets, sur la macroéconomie, etc. Puis on en tirera certainement des conclusions. Voilà, ce sera tout le sujet de cette vidéo. Et puis on aura toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices, ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé d'étudier. On est toujours en Finlande. Et puis on terminera avec les pépites et les fantastiques. Vous allez voir que ça bouge un petit peu sur ce domaine-là. Voilà, ce sera tout le programme de ce 91e épisode de l'Hebdo de Ricardo, et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va parler de la peur. On va parler de la peur en bourse et on va parler aussi de la peur qui a été fabriquée par des gens et qui est fabriquée continuellement par des gens et puis qui gagnent beaucoup d'argent dessus. Ils en font même toute leur carrière. Moi, je pense à des mecs comme Touati, comme Delamarche, comme Béchade. Tous ces gens-là sont des gens formidables. Ils nous expliquent tous qu'il faut absolument avoir peur de la bourse. Et nous, oui, on va avoir peur quand il faudra avoir peur. Et puis on saura aussi essayer d'identifier quand est-ce qu'il faudra vendre nos actions pour pouvoir attendre que ça baisse et puis que ça revienne à des niveaux de valorisation beaucoup plus intéressants. À vrai dire, il n'y a pas de notion de peur en bourse. Il y a juste des décisions à prendre, des décisions selon des critères. Et après, on laisse faire les marchés financiers comme ils veulent, et puis on a tort, on a raison, et puis on agit en fonction de ça. Donc tout simplement, aujourd'hui, on va parler de peur, on va parler de VIX. Je vais expliquer le VIX, je vais expliquer un petit peu ce que je pense sur ça. C'est une période, c'est une partie de la vidéo qui va être, j'espère, très éducative pour vous. Et puis on aura aussi, sur les notions macroéconomiques, on aura quelques petites choses assez intéressantes. Puis on enchaînera avec les indices, voir si eux réagissent aussi avec une certaine peur. Vous verrez aussi que sur certains dossiers de la Finlande, puisqu'on bosse la Finlande, on aura des choses intéressantes sur des dossiers qui ont monté très fort et qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Donc ce sera ça qui sera très intéressant aujourd'hui dans cette vidéo-là. Et puis on terminera avec les fantastiques, les pépites. Est-ce qu'on aura peur aussi pour nos pépites et nos fantastiques? Est-ce qu'elles continuent à monter? Est-ce qu'elles commencent à baisser? En gros, on va essayer de voir ce que l'on doit faire sur ces valeurs-là, en tout cas, de ce que je ressens. Et ça nous fera un super programme pour ce 91e épisode. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'Écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché. Et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, comme d'habitude, je mets le portefeuille Dynamic Invest, le portefeuille long terme de 2025, qui a débuté en 2025, qui va s'arrêter au 31/12 et qui est pourtant très positif. Ah, ça baisse en ce moment. Bah oui, ça fait quelques semaines que je vous dis que ça baisse. Ça baisse, mais ça s'est stabilisé là, autour de plus 48, etc. Donc voilà, plutôt une mauvaise rentrée, on va dire une mauvaise rentrée, un très bel été, et puis une mauvaise rentrée, ça arrive, et tout simplement, on verra si ça repart. Entre guillemets, ça s'est stabilisé, il y a des valeurs nouvelles qui rentrent là, et j'ai bon espoir que ça remporte, ça ramène. Ce serait bien qu'on finisse au plus haut, ce serait cool. Mais voilà, on est sur et je vais enchaîner avec ça, on est sur un moment de bourse intéressant. Est-ce qu'on doit considérer que la peur doit l'emporter sur la bourse, puisque effectivement, peur sur la bourse. Peur sur la bourse parce qu'il y a des événements divers et variés qui font que on est en distorsion là. On est techniquement à des niveaux intéressants. On va voir ça dans la partie indicielle. On va voir qu'au niveau macro, il y a des choses qui sont quand même assez interpellantes. Et puis on se retrouve dans une situation où vous avez peur. Vous avez peur de tout. Et il y a un élément que certains connaissent, je dirais les anciens de la bourse le connaissent, mais ceux qui sont tout nouveaux, et je rappelle, c'est une vidéo éducative, c'est pas une vidéo pour des gens qui ont 10 ans de bourse. Si vous avez 10 ans de bourse, vous regardez toujours mes vidéos, c'est qu'il y a un souci, quoi. Mais par contre, ceux qui connaissent pas, vous allez découvrir un truc qui s'appelle le VIX. Alors pas comme les pastilles, quoique c'est fait pour
pour se protéger des maux de gorge, des maux de bourse plutôt. Mais VIX, VIX, à vrai dire, VIX, je vais déjà vous le traduire très rapidement, c'est un indicateur de la quantité d'options. Alors les options, ce sont des marchés dérivés, à vrai dire, des options, des sortes de contrats, des contrats d'assurance, on va dire. La quantité d'options qui sont ouvertes, mais en put. Les puts, c'est quoi? C'est l'inverse des calls. Alors les calls, c'est on joue, on parie, on fait des contrats sur des hausses futures sur un actif, et les puts, c'est l'inverse, on joue sur la baisse. Et quand vous avez une ouverture des puts sur un actif, on peut faire un indicateur, et on l'a fait aux États-Unis, et c'est la bourse de Chicago, une bourse inconnue pour nous, mais qui est très importante, surtout sur les matières premières, sur d'autres choses que New York, qui est sur les actions essentiellement, pour être simpliste, hein, pas aussi simple que ça. Mais sur Chicago, on a créé le VIX, VIX, qui va prendre en compte tous les puts sur le SP500, sur le Standard & Poor's 500, sur l'indicateur phare de la bourse mondiale, qui est considéré comme étant le SP500 le plus intéressant. À vrai dire, aujourd'hui, le SP500, il est aussi biaisé, comme le Nasdaq 100, comme le Dow Jones, c'est biaisé par la surreprésentation des GAFAM à l'intérieur, et on est en train de jouer l'idée qu'il y aurait un retournement de marché. Alors c'est un contrat d'assurance, et à partir de ce moment-là, on voit le VIX monter, descendre. Et d'ailleurs, si vous voulez bien, on va regarder rapidement, on va faire un petit graphique, on va regarder comment il se comporte. Et actuellement, effectivement, il est en train de monter fort, avec des marchés qui sont pas spécialement baissiers. Alors on verra qu'il y a des petits décrochages qui se mettent en place. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo sur un crack en direct, dans le sens où ça s'est mis à décaler fortement vendredi dernier. Et puis, on a le sentiment que ça relaie pas. Ça relaie pas, c'est en train de se positionner. C'est en train de se positionner, et c'est à travers le VIX. C'est-à-dire en train de se garantir pour éviter de sortir des positions qu'on a sur le marché, et pour dire voilà, et c'est bien pour les allocataires d'actifs. Alors il y a des gens qui disent moi aussi je vais faire pareil que les professionnels, hein, je vais acheter des puts, machin. Non, faut pas faire ça, parce que ça coûte cher, c'est sur des trucs très compliqués, vous complexifiez les choses. À vrai dire, les gens dans un PEA peuvent pas le faire en plus. À partir de ce moment-là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est simplement que vous commenciez à encaisser des gains. Ça, c'est la stratégie toute bête à faire. Et c'est ce qu'on fait sur Dynamic Invest. On est en train de le faire. On est en train de le faire de manière parcimonieuse, avec toute une stratégie qui essaye d'avoir pas trop tort. En ce moment, j'ai plutôt tort, mais c'est parce que j'ai un marché qui est un peu compliqué aussi. Mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas vous fassiez, parce que, à travers l'idée du VIX, dont vous avez compris la définition, qui est l'indicateur de la peur, voilà, peur sur la bourse, quand le VIX se met en route. Mais à vrai dire, c'est des choses qui sont faites pour les stratégies de très gros, des grosses bécanes, les gens qui ne peuvent pas acheter et vendre parce qu'ils ont des millions, des milliards sur des valeurs. Ils ne peuvent pas sortir comme ça en claquant des doigts. Ils ne peuvent pas faire de l'allocation d'actifs à la petite semaine, comme nous, on peut faire en tant que particulier. Donc, il faut l'observer. Il faut observer, comme ça vous permet de voir ce que les gros font. Comment ils le font. Et sachez une chose, c'est que quand ils achètent des options put, ils peuvent se faire déglinguer. Ça peut arriver, ils peuvent se faire reverse. Et vous savez, trouver le point haut d'un marché, c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'ils prennent des contrats, parce que c'est sur une période. Et voilà, donc c'est un peu plus. C'est pas exactement à telle date, etc. Puis il n'y a pas la psychologie du graphique, puisque c'est des contrats. Et à partir de ce moment-là, les gens qui, comme vous, voudriez faire comme eux, vous faites une erreur, il faut interpréter ce qu'ils font, il faut essayer de comprendre ce qu'ils font. Et si vous comprenez ce qu'ils font, vous prenez des décisions par rapport à vous, qui n'est pas une stratégie d'un très gros. Vous n'êtes pas milliardaire. Rassurez-moi, j'ai pas de milliardaire dans mes abonnés. Vous pouvez mettre un commentaire si vous l'êtes milliardaire. Sinon, les autres, vous taisez. Mais il n'y en a pas. Il y a peut-être des gens qui ont quelques millions. Ça peut arriver. Il y a des gens qui ont le droit d'avoir fait une belle carrière professionnelle. Mais par contre, ne faites pas comme eux. Par contre, inspirez-vous de ce qu'ils font. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut alléger les portefeuilles ? C'est pas bête de le penser, on est assez haut. Est-ce qu'il y a des signaux de retournement ? La réponse n'est pas encore le cas, même si on commence à avoir de la tension, on commence à avoir des moments un peu compliqués. Est-ce qu'on est dans une période qui le fait généralement ? Les gens disent le mois d'octobre, c'est le mois des cracks boursiers. C'est incroyable. Le mois de septembre, c'est le pire mois statistique. Le mois d'octobre, c'est le mois des cracks boursiers. Le mois de novembre, c'est celui de ma grand-mère. Et puis le mois de décembre, c'est le Père Noël. Le Père Noël est une ordure. Mais à un moment donné, ça suffit, quoi. C'est complètement faux.
Il y a des statistiques qui prouvent que généralement le mois de septembre est un mois assez compliqué, généralement, et ça n'a pas été le cas ce mois-ci. Et puis le mois d'octobre est un mois qui constate la continuation de septembre et qui peut provoquer des cracks. Donc sur des marchés baissiers, on peut parler comme ça, mais là on n'est pas sur un marché baissier, on est sur un marché qui est haussier et qui est haut. Donc on peut avoir une correction tout à fait entendable, et on entend dire des choses diverses et variées sur oui, mais ça va corriger en octobre-novembre, ça va rebondir en décembre, et puis ça va être la fin du monde en 2026. Alors dire, ils n'en savent rien. On n'a pas d'éléments macroéconomiques encore extrêmement clairs sur le sujet. Par contre, on a des alertes. On a des alertes qui font que le VIX est monté. On a des alertes sur le monde bancaire américain. Alors hier, j'avais déjà parlé de ça il y a longtemps, puis ça a un peu disparu, puis ça réapparaît. Donc c'est des sortes de martingales qui reviennent. Et le monde bancaire américain, il est basé sur deux choses qui sont assez gênantes par rapport à la situation américaine. La première, c'est que nous avons des banques qui sont assez petites. C'est le cas aussi de l'Italie, hein, qui est dans la même configuration. Ce qui n'est pas le cas de la France. La France, on a des grosses bécanes qui sont très costauds. On a un système bancaire très costaud en France. Par contre, on a un autre phénomène sur les États-Unis, c'est l'immobilier. Et notamment l'immobilier de bureau, l'immobilier de commerce qui est en train de s'effondrer, tout simplement de s'effondrer. Alors, on a mis ça dans des poches, on a caché ça comme on a pu, blablabla, puis il y a des banques, à un moment donné, elles peuvent plus, hein, parce qu'elles ont des actifs et devraient les vendre pour pouvoir refaire du cash, mais il n'y a pas d'acheteurs. Et du coup, elles se retrouvent soit à brader, donc elles passent des pertes, parce qu'elles l'ont acheté 1000, puis elles le revendent 500, donc évidemment, elles passent 500 de pertes. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a même pas d'acheteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas quelqu'un acheteur à 500. Parce qu'il y a clairement une rupture, je dirais, sociétale, macroéconomique, comme vous voulez, qui dit que le commerce, qui n'a plus vraiment d'intérêt sur bien des produits, bien des sujets, le commerce va devenir complètement numérisé. Donc c'est Amazon qui est en train de prendre le dessus. Et les dépôts Amazon deviennent les nouveaux, je dirais, immobiliers à la mode, contrairement à un petit commerçant. On le voit bien dans nos communes, tous ces commerces-là. Les magasins de fringues sont tous en train de fermer les uns après les autres. Les marques sont en train de s'effondrer parce que y a Vinted, il y a plein de choses. Donc on est en train de faire une rupture sur beaucoup de sujets dans un nouveau monde numérisé où il y a des industries, des commerces qui n'ont plus leur place. Donc à partir de ce moment-là, ils disparaissent, ou alors il faut qu'ils aient une niche bien claire, bien ciblée et qui soit visible par le client pour qu'il aille acheter chez eux. Mais sinon, globalement, vous disparaissez. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a plein de typologies de métiers qui vont disparaître. Mais à vrai dire, les gens, vous savez, l'IA, les traducteurs vont disparaître. J'avais une discussion avec un monsieur tout à l'heure et on parlait des traducteurs. Oui, les traducteurs, ils vont disparaître, bien sûr. Ils vont quasiment disparaître, hormis quelques-uns pour faire joli à Bruxelles. Mais sinon, oui, ils vont disparaître. Ils vont disparaître parce que l'IA va prendre le dessus. Et à vrai dire, quand vous regardez bien, Amazon est en train de détruire tout un pan du commerce, de la quincaillerie, par exemple, etc., qui fait que vous dites, mais où va ce monde ? Le monde va vers un autre monde. Il faut juste s'adapter à lui. Et ça fait très longtemps qu'on a des ruptures diverses et variées. Et à vrai dire, aujourd'hui, on est en train de réagir à est-ce que l'immobilier américain va casser le monde bancaire et va faire effondrer ? Rassurez-vous, tout de suite, il y a un fonds qui est derrière, qui soutient ça et puis qui va les transférer, je dirais, tous les actifs et puis les comptes bancaires des gens vers les gros, vers les JP Morgan, les Morgan Stanley, qui se sont débrouillés pour être les premiers preneurs de toutes ces petites banques régionales. Donc dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y aura plus que des grosses banques aux États-Unis, il n'y aura plus ces banques régionales qui sont entre guillemets un peu dangereuses. Puis vous savez, il y a ce fonds-là qui protège un petit peu, c'est dû à Lehman Brothers. Donc il y a un souvenir de ce qui se passe par rapport à 2008, où Lehman Brothers, on l'a laissé tomber et on a cru que c'était intelligent de le faire, et ça a été la plus grande catastrophe boursière, mais aussi financière depuis 1929. Et à partir de ce moment-là, est-ce que la bourse, là, avec le VIX, est-ce qu'elle est en train de dire ça va se casser la figure ? La réponse, elle est on se met en méfiance. On se met en méfiance. Il y a des gens, des gros, qui se mettent à acheter des puts sur des marchés dérivés pour se protéger d'un éventuel retournement de marché qui les couvriront. À partir de ce moment-là, tout va bien. La conséquence, c'est que vous avez des phénomènes de peur qui se créent et qui font que sur du court terme, au moins sur du court terme, vous vous retrouvez avec des décrochages. Il n'est pas bête d'être dans l'allègement, il n'est pas bête dans l'arbitrage, il n'est pas bête de dire « Ah, j'avais acheté ça hier, finalement, c'est peut-être pas le moment, tant pis, je le vends et puis on verra bien ». On laisse se reposer un peu le marché, on laisse voir,
puis on laisse voir si le VIX va continuer. Parce que le VIX, à vrai dire, ce qu'on voit pas, on va aller regarder le graphe tout de suite, c'est qu'il est très oscillant. Il monte et il retombe très vite, très fort. Et ça peut arriver à tout moment. Donc, le VIX est assez difficile à trader, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il est assez difficile à prévoir, je dirais, un retournement de marché extraordinaire. Il peut prévoir un crack. Et puis des fois, il est un peu en retard. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que est-ce que ça vous donne une tendance sur un portefeuille qui est bien équilibré, etc. Moi, j'ai le sentiment que non. Mais on va aller regarder le graphique tout de suite, vous allez voir qu'il y a pas mal de réponses à travers le graphe. Alors, j'ai fait exprès de prendre ce graphique sur tout le siècle qui vient de se passer. Et on est actuellement à 25,8, ce qui est assez important dans l'histoire, c'est quand même très souvent en dessous. Mais depuis 2000, pourquoi? Parce que regardez déjà, l'effondrement des marchés de 2000, regardez bien, le VIX n'a pas spécialement été fortement impacté, puisqu'on était sur le SP500, c'est surtout le Nasdaq qui s'est cassé la figure. Donc ça veut déjà dire que le VIX n'exprime qu'une tension sur le SP500, qu'on soit très clair, et pas spécialement sur d'autres types d'actifs. Donc il faudrait en avoir à chacun, ce qui n'est pas toujours le plus aisé. Ça, c'est la première chose. Et puis, on a des mouvements d'accélération très forts, et vous aurez remarqué que ça ne tient jamais en hauteur. En hauteur entre guillemets, vous voyez que c'est des mèches. Alors ceux qui n'ont pas fait encore de technique, vous ne comprenez pas, mais en gros ça a accéléré là, puis c'est retombé. On est sur des bougies mensuelles. Donc déjà sur un mois, vous avez quasiment jamais un truc qui va tenir tout en haut pendant un mois. Donc quand vous avez une mèche comme ça, c'est déjà assez révélateur. Là vous en avez une, là ici. On va aller creuser, parce que à vrai dire 2000 se situe ici, donc il y a des moments de stress, c'est tous les écarts à la baisse qui se sont mis en place, tout simplement. Ici, on en a en 98. Je peux vous dire que c'était la crise du rouble, la crise russe en 1998. Personne ne s'en rappelle, mais je peux vous dire que ça avait bien calmé avec un marché qui était assez haussier de manière forte. Et on avait un VIX assez élevé parce que ça montait sans arrêt. Et puis, il y a eu l'éclatement de la bulle. Regardez bien, ça commence en 2001, etc. Et puis, ça dure jusqu'en 2003, à vrai dire, la chute du marché. Du marché des valeurs tech américaines, voilà. Donc vous voyez, c'est pas très haut, ça monte à 48. Alors, c'est par rapport à d'autres fois où c'était beaucoup plus fort. Voilà, le record étant évidemment 2008. 2008, pourquoi? Parce que c'est une crise financière phénoménale et c'est vraiment la plus dangereuse. Et on est monté en 2008, en août 2008. Alors je crois que c'était plutôt en septembre-octobre. Moi j'ai souvenir que c'est octobre. J'étais dirigeant d'entreprise, je peux vous jurer qu'on rigolait par plus un coup de fil pendant des semaines, ça fait pas rire. Et on est monté là à 88, c'est le record absolu du VIX. On n'est jamais allé au-delà. Là c'était vraiment l'effondrement. Et entre nous, ce qu'on va regarder, évidemment, c'est un peu plus près ces mouvements et où est-ce que ça s'arrête. Parce qu'on a eu la même chose ici, en 2020. 2020, c'est le crack du Covid, évidemment, qui est en mars. Et puis, on a eu un mouvement très violent, qui est assez révélateur, dont on va parler, qui est au 1er août de l'an de 2024, où moi j'avais personnellement bien géré ce flash crash. C'était un flash crash, mais qui était d'une violence sur le VIX phénoménale. Et ils se sont tous fait avoir, ceux qui ont acheté du VIX. On soit clair, ils se sont tous fait avoir. Ils ont acheté là-dedans, et ça s'est rabattu très très vite. Et puis on a eu une nouvelle alerte, c'est le crack Trump, qui est juste ici. Hop, j'agrandis, vous voyez les mèches. Donc Trump, et puis ici le flash crash de août. Alors dire là, on est en train de remonter, mais est-ce qu'on va passer le 4 de au-dessus? Déjà, c'est la première question. Peut-être oui, peut-être non. On verra bien. Mais on voit que les mouvements de VIX sont toujours très très violents et aussi très très courts. On va aller maintenant, on est sur des bougies mensuelles, on va aller en daily si vous voulez bien pour aller voir un peu plus près nos pics, ce que ça a donné. Et voici le crack de 2008. Je ne refais pas 2000. 2008, ça monte en puissance et à un moment donné, ça arrive ici. Donc là, il n'y avait vraiment pas de notion de bien ou de pas bien, etc. Mais on va dire que le sommet de ce VIX, il est autour du 27 octobre 2008. Les cracks sont en octobre, rappelez-vous. Donc voilà, on voit ça. Et puis après, ça remonte ici en novembre 2008. Puis après, ça commence à baisser. On va aller voir le SP500 à ce niveau-là. Et on commence par déjà le crack de 2008 sur le SP500. Soit bien d'accord. On a un sommet à peu près autour du mois d'octobre 2007. Et après, ça descend. Et là, ça s'effondre. On a l'accélération qui se fait en septembre. Évidemment que ce mois, dans les statistiques du mois de septembre, il est important. Et puis il y a octobre qui enchaîne. Et le fameux 27 octobre, le pic le plus haut de notre histoire du VIX, se trouve le 27 octobre. Le voilà ici. Vous remarquerez qu'on n'est pas au plus bas.
Donc déjà, voilà. Mais il y a un rebond et on pourrait dire qu'il y a une fatigue. À vrai dire, les gens qui sont en train qui ont acheté du VIX, ici, sont en train de se dire c'est bon, c'est la fin. Ils commencent à racheter leur position. C'est pour ça que c'est le plus haut. Alors, il y a des rebonds techniques. Il y a un nouveau rebond, je vous ai dit, le 21-11, le 21 novembre. On va essayer de le trouver. 21 novembre, bim. Ah bah là, c'est ici. Et donc là, c'est l'autre pic. Mais regardez bien, le plus bas, il est après. Le plus bas, il est en mars 2009. Et en mars, donc vous pouvez continuer des tendances baissières. Ils ont juste racheté. Alors, il se trouve que globalement, si tu as acheté ici, quand on voit la suite, je vais agrandir vite fait, hop, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas trop mal d'acheter par là. Mais c'est une indication de dire que voilà, c'est plutôt la fin, mais ça peut continuer, ça peut repartir. Donc, il faut être technique. Il faut être technique pour aller prendre les points bas. Et voilà. Mais le VIX a un intérêt quand même par rapport à ces points bas, à ces grandes crises, de commencer à dire « Ah, ça va peut-être s'arrêter ». Et effectivement, mais il y a souvent un coup de jarnac après, vers, là c'est le 9 mars, vers le 9 mars 2009, et ça c'était le point bas du marché. Et ce fameux point bas du marché, il est ici. Voilà. Donc déjà, il faut être très relatif, une sorte de distorsion qui se crée, et après il baisse, et voilà, le marché repart à la hausse. Allez, voilà pour 2009, on va essayer de voir 2020, le fameux crack du Covid. Je rappelle que le crack du Covid, c'est le crack le plus rapide et le plus violent de l'histoire. On est la veille de... j'ai très bon souvenir d'avoir vu le truc venir. Bon, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. J'ai pas toujours eu de la chance, hein. Mais ici, on est le 25 février. Et ça s'arrête en gros un mois plus tard, puisque c'est le 24, et c'est ici. Enfin, à vrai dire, sur le VIX, on est autour du 19. Mais à vrai dire, vous allez voir que dans le SP500, c'est pas tout à fait là, ça va être ici. Et donc, globalement, quand vous commencez à voir qu'il arrête, qu'il commence à faire des mouvements intéressants, la bougie rouge me paraît celle qui était intéressante, où là, on voit ensuite un gros dégonflement, ça gigote, hein, c'est hyper violent. Je vous rappelle quand même qu'on est tous enfermés dans nos maisons à ce moment-là, hein. Et bien, le SP500, lui, réagit d'une manière quasiment équivalente, on va dire, mais en tout cas très intéressante pour timer les cracks. Donc voici le crack. Et ça se passe là, hein. Moi, je vends tout ici. On est donc le 24 février 2020. Et c'est là où vous avez le gap. Là, il y a un gap, il y a un trou de cotation sur le SP500. Mais il y en a un aussi dans le VIX que vous avez aperçu. Et à vrai dire, ici, c'est le début du crack. Quand vous êtes là, c'est-à-dire le moment le plus bas, c'est le 23 mars. Eh bien, vous êtes au niveau du VIX. Vous n'êtes pas encore au plus haut du VIX. Donc ça ne peut pas timer totalement, mais ça donne une bonne idée puisque le VIX, son max, il est ici. Et après, il commence à se calmer. Mais le point bas est un peu plus bas. Donc vous avez souvent un petit point bas un peu plus bas par rapport au haut du VIX. Et après, ça repart. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à ça. Donc là, on voit qu'il y a quand même une tendance à chaque fois qui se dégage du VIX, et on va aller voir évidemment ce qui s'est passé sur ces derniers temps et ce qui se passe actuellement. Et donc le premier, c'était en août de l'an dernier 2024, où on a eu une accélération puissante du VIX, je dirais sur 2 jours. Je répète, hein, sur 2 jours. Hein. Donc il faut faire très attention. Mais on avait une alerte ici qui commençait à accélérer, qui pouvait se mettre en méfiance. Allégé ici, c'était pas inintéressant. Et le vrai crack, hein, c'est le premier, hein, c'est le 2 août. Et on l'a ici. Et on se prend une peur, ça déglingue pendant 3-4 jours. Et après, ça s'est arrêté. Voilà. Et écoutez, c'est le même graphique entre guillemets à l'envers sur le SP500. Et puis on a, sur l'année actuelle, 2025, où j'enregistre cette vidéo-là, on a une accélération ici, c'est le crack Trump. Là, c'est quand il dit qu'il va donner qu'il va faire ses tarifs douaniers au monde entier. Et on se retrouve dans une accélération aussi qui est assez courte et qui fait que c'est des flash crash, quoi. C'est des crashs, mais assez flash. Alors, tiens, on va regarder juste la date ici. On est monté à 60, hein, ce qui est assez violent quand même. C'est le 8 avril. On va aller regarder dans le SP500 ce que ça donne. Mais écoutez, là, on est assez bon, hein, puisque le plus bas, entre guillemets, le plus bas, c'est le 7 avril. Donc, ça donne une bonne indication. À quelques jours près, on est pas mal. Et vous voyez quand même qu'on commence à avoir une tendance. Puis après, il y a une accélération ici, puisque M. Trump dit l'inverse. Hop, j'agrandis. Ici, il dit l'inverse de ce qu'il avait dit ici. Bon, bref, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à partir de ce moment-là, je vous laisse deviner ce qu'on peut penser de tout ça. Et puis, on repart le marché vers le haut. Et ici, on a un début, évidemment, de questionnement. Et on va aller voir le VIX, ce qu'il donne, puisque ça fait maintenant quelques jours qu'on voit. Vous voyez bien, les bougies ici sont assez petites. Et ici, elles sont beaucoup plus grosses, et beaucoup plus instables. Et écoutez, on va voir dans le VIX ce que ça donne. Ça a commencé le 10 octobre, la semaine dernière. Et le 10 octobre, il se passe où, hein? On est vraiment sur les tout derniers jours. On est ici. C'est donc le 13. Et donc le 10, c'est ici. Donc le 13, hop, accélération. Il y avait vendredi, c'était samedi, dimanche après, et puis voilà, ça a accéléré ici. Donc pour moi, il faut être relatif sur le court terme, ça n'a pas d'intérêt. Ici, c'est peut-être une bougie qui va vous dire, c'est bon, finalement, tout va bien, tout est beau, tout est rose. Ouais,
Peut-être, peut-être pas, j'en sais strictement rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on est arrivé sur des niveaux, ça réagit. La question, c'est est-ce que ça va retomber ou est-ce que ça va repartir vers le haut? Ça dépend des news qui vont être données, qui vont rassurer le marché sur le sujet. La question est la suivante. Comment on fait pour trader le VIX? Le VIX ne se trade pas d'une manière... déjà, lui-même, on ne le trade pas. Comment on peut faire dans nos portefeuilles? Tout simplement, j'ai envie de vous dire... faut le regarder, il faut regarder vos bougies, comment réagissent chacune de vos actions par rapport à l'événement en question. Là, on est sur une crise, peut-être une crise ou nette bancaire ou une crise bancaire. On a un problème immobilier aux États-Unis. Bon, voilà, c'est un élément parmi tant d'autres. Pour l'instant, c'est juste une alerte, mais on agit sur les portefeuilles parce que on est haut, etc. Donc, est-ce qu'on a raison? Je vais vous dire une chose, vous n'en savez rien. Mais par contre, quand on est tout en haut au VIX et parfois très bien en bas sur les indicateurs, il n'est pas bête pour les gens investisseurs long terme de commencer à reconstituer des positions qu'ils auraient lâchées tout en haut. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez me dire, ouais, mais ça peut durer longtemps. Alors, 2008, c'était une crise financière gigantesque. Vous voyez que ça a monté lentement. Sur 2020, ça a été violent, mais ça a mis un mois. Le flash crash du août 2024, ça a duré 2 jours. Les mouvements sont de plus en plus violents. Les mouvements sont de plus en plus agressifs aux États-Unis, mais aussi sur les marchés européens. À partir de ce moment-là, est plus court, parce qu'il y a des réactions. Pourquoi? Parce que les banques centrales, etc., agissent, interagissent, savent très bien qu'on a besoin de marchés financiers qui tiennent la route. Donc ça réagit très rapidement pour pas que ce soit un effondrement. Donc on ne fera pas les bêtises de 2008, qui est une vraie erreur politique, qu'on soit très clair. Et à partir de ce moment-là, il faut être très relatif pour ceux qui sont long terme. Vous avez des positions longues qui sont très gagnantes. Vous pouvez techniquement, tactiquement commencer à jouer avec. Mais pour ceux qui sont en train de rentrer dans le marché, là, c'est un moment d'observation. Clairement, c'est pas le moment, tout simplement. Et puis, il y a ceux qui sont à mi-chemin. Il faut alterner entre ce qui a été acheté il y a peu de temps, ce que vous avez depuis longtemps, blablabla. Et aussi, est-ce que c'est réactif par rapport à l'événement? Il faut essayer de trouver l'événement qui est collé à ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionne avec le VIX. Le VIX nous donne une alerte technique sur les options, sur les puts, qui sont achetés sur les marchés par des très gros, mais ce n'est pas automatiquement des choses qui vont faire accélérer le marché à la baisse. Mais si ça part à la baisse, on peut aller basculer vers un crack, vers un marché baissier, etc. Mais un marché baissier, vous avez remarqué, il n'est pas tellement révélateur par le VIX. Il va être révélateur par le graphique de vos actions, par le graphique des indices parfois aussi, mais pas du tout par rapport au VIX. Donc le VIX, c'est juste une accélération, une peur, une couverture pour des mouvements violents potentiels qui n'arrivent pas toujours. Par contre, quand ils arrivent, vous avez des débouclages, ce qu'on appelle des débouclages en bas, plus ou moins au bon endroit, qui font qu'à un moment donné, ils débouclent et puis ils remplissent leur portefeuille. À un moment donné, quand c'est des très gros, évidemment, ça fait remonter les marchés. Est-ce que les small vont suivre? C'est pas gagné parce que c'est pas du tout les mêmes marchés. Et à vrai dire, c'est selon les marchés, vous avez des réactions diverses et variées. Mais globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que tous les marchés ne sont pas impacté par le VIX, mais le VIX est quand même un indicateur intéressant sur une globalité de choses diverses et variées sur les marchés mondiaux. C'est pas la vérité vraie, à vrai dire. Il faut juste savoir l'utiliser, l'observer et regarder si vos encours, si la diversité de ce que vous avez est impactée de manière avec ce qu'on appelle une corrélation avec le VIX. C'est pas toujours sûr. Moi, je suis plutôt corrélé à lui, mais pas toujours. Et après, j'ai compris qu'il fallait des fois être très relatif par rapport à ça. Moi, je suis assez méfiant du VIX quand même, de manière globale, mais je suis pas un parano et je suis souvent racheteur très rapidement, surtout quand je vois qu'il est en train d'invalider. Et peut-être qu'au moment où je suis en train de vous parler, il est peut-être en train d'invalider un mouvement qui était prévu, ou alors il est en train de juste de faire une petite pause avant de repartir, parce que vous aurez remarqué que dans la journée, il y a des mèches partout, il est très très volatile, donc il faut y faire attention et il faut vraiment ressentir un calme qui se met en place dans le graphique et une redescente qui permet de dire ok, c'est bon, ça se calme et on va repartir vers des cieux beaucoup plus intéressants. Voilà, c'est comme ça que je voulais vous parler du VIX. J'espère que vous avez apprécié et mettez-moi des pouces si vous voulez faire plaisir à la chaîne. Voilà, je vous souhaite tous une bonne suite de vidéos. On va enchaîner avec la macro, il n'y a pas grand-chose cette semaine. Et puis les indices ensuite, et on fera vos finlandaises juste après. Et vous allez voir que sur les pépites, il n'y a pas trop de VIX, ça va, ça se passe très bien sur les pépites. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite. Alors, une fois n'est pas coutume, on va avoir très peu de choses à dire, mais vous allez voir qu'on a des sujets intéressants, complémentaires.
Donc lundi, on n'a pas eu grand-chose. Un Canada qui est en Thanksgiving, il est écrit 3 fois là, donc on est bien sûr qu'ils sont en Thanksgiving. Et puis on a l'IPC allemand, l'inflation allemande mensuelle, donc qui remonte un petit peu. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'Allemagne en déflation, c'était pas extraordinaire. On a l'inflation française qui, elle, passe en négatif fort, qui est prévue comme ça, et donc elle confirme qu'elle a un coup de mou. Donc on verra si dans le futur, ça, sur un mois, c'est pas très grave. On peut avoir des effets de momentum, c'est-à-dire sur l'an dernier, il y a pu y avoir un surcoût aussi, donc qui fait que là on a le reverse. Bon, on verra sur longue période. Normalement, ça devrait pas. Voilà. Mais on a surtout jeudi, on a eu l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Donc c'est un indice régional qui, regardez bien, c'est pas bon, hein, 23 et on passe en négatif violemment, très très en dessous de ce qui était prévu. Donc il y a quand même un décrochage sur les US au niveau manufacturier. Ça a pas plu évidemment, même si c'est que Philadelphie. Philadelphie, c'est important. Donc voilà, on verra bien la suite, mais on prend note. Et puis en dessous de cette news, après, on a eu juste vendredi, on a eu l'IPC européen, qui est évidemment légèrement haussier, ce qui veut dire que l'Allemagne remonte un petit peu, là la France était en très inférieur, c'est l'Espagne, l'Italie qui remontent un petit peu les choses. Comment on peut déduire les choses, tout simplement sans aller chercher toutes les stats de tous les pays. Voilà pour la semaine macro, mais je voulais faire un point sur le fait que l'indice manufacturier, là, il donne un gros décrochage. J'ai des éléments qui me font dire que nos amis américains, je vous reprends ici, les amis américains, il y a eu une news qui a été donnée qui est passée complètement au travers, enfin pas au travers de tout le monde, mais quasiment tout le monde, ont revu leurs chiffres de l'emploi très très fortement à la baisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils mentent. Il y a du mensonge. Et je pense que Donald Trump est capable de mentir sur le sujet. C'est pour ça qu'il veut faire baisser les taux. Vous allez voir que les taux d'intérêt sont très importants. On va voir juste ça après. Mais notez-le. Notez-le. Parce que je trouve que par rapport à la news que j'ai vue tomber, pam, tout de suite, le VIX s'est mis en route. Donc, il y a peut-être un point de relation. Et puis, on parle d'autre chose. On parle d'excitation sur d'autres sujets. Mais c'est peut-être ça le sujet. Le chômage américain serait peut-être pas tout à fait au même niveau que ce qu'on pourrait croire. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. C'est pas du tout une bonne nouvelle parce que si on commence à mentir sur les stats de manière importante, alors il y a toujours eu des mensonges. On s'arrange entre amis entre guillemets, mais là, ce serait assez important. Donc méfiance. Si la statistique du chômage américain est pas bonne, est pas vraie, qu'elle est corrigée, hein, elle est évidemment corrigée, mais Trump il joue un peu avec ça. Hein. On parle pas de la correction, on parle toujours du chiffre spot au moment où il sort. Et je pense que c'est la politique. Mais à un moment donné, la politique, quand elle ment trop, c'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, s'il se prend vraiment des claques, ça va pas le faire. Donc j'attends le NFP, j'attends toujours le NFP. Il n'est pas tombé encore aujourd'hui parce qu'il y a le shutdown, donc les organismes ne fonctionnent pas. Mais j'ai envie de vous dire, nous sommes face à une situation un peu compliquée quand même par rapport à ça. Et j'espère que c'est juste un passage malheureux, on va dire, que ça enchaîne pas. Parce que si ça enchaîne, ça pourrait justifier des baisses de marché assez importantes. Et à vrai dire, qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est les taux d'intérêt. On va aller voir les taux d'intérêt, ça fait longtemps qu'on les a regardés. On va regarder juste deux, on va comparer sur l'Europe et sur les États-Unis. On va regarder celui des Américains, le 10 ans américain, on va comparer avec le 10 ans allemand. Et vous allez voir qu'il y a une corrélation qui fait que des taux qui baissent, vous savez, tout le monde veut les taux qui baissent parce que ça fait monter les actions. Ouais, bah moi je vais vous dire, il y a des fois les taux qui baissent, c'est pas une bonne chose. Je vais pas faire peur, mais il faut faire attention à des taux qui baissent, ça peut parfois être assez gênant. On va regarder d'abord l'américain. C'est parti. Allez, je me mets sur longue période sur le 10 ans américain. Donc, ça, c'est l'effondrement de 2020 avec des taux presque à zéro. Hein. On est sur du 10 ans, hein. On n'est pas sur les taux court terme qui, eux, étaient négatifs. Puis ça a remonté. 2021, 22, 21, c'est du n'importe quoi. 22, c'est là juste l'enchaînement. Et voilà pourquoi les marchés avaient chuté dans la hausse des taux. Eh ben, ils peuvent chuter les marchés à la cause de la baisse des taux. Hein. Finalement, c'est la variation qui pose un problème. Et il y avait cette oblique ici qui était très intéressante techniquement. Et puis ça fait, alors là on est avec des bougies hebdomadaires, donc ça fait quelques semaines là qu'on voit les décrochages, on voit que ça baisse et que Trump va chanter qu'il voulait obtenir ça et qu'il faut baisser les taux, blablabla. Ok. Bon là au moment où je vous parle, là on est vendredi après-midi, il y a un rebond des taux, mais quand tu es là, tu te dis putain mais 3,96, 13. Tu passes en dessous de 4, MEF, quoi. Et je vous le dis quand même, MEF, parce que le décrochage des taux d'intérêt par rapport à ce que je viens de vous raconter pourrait faire la combination, je dirais,
je ne vais pas dire d'un signe noir parce que c'est un peu trop tôt pour le dire, mais la combinaison de choses qui pourrait faire dire au moment donné au marché, dire attendez, il faut nous dire les bonnes choses, il faut nous dire la vérité parce que nous on n'aime pas quand vous montez, et ça nous emmènerait déjà vers le 360 qui devient pour moi essentiel parce que regardez bien, hop, c'est une oblique qui vient de très loin et ici il faudrait que ça tienne parce qu'en plus on a le niveau là qui est à tenir, à peu près le niveau 360, 340. Si par hasard on décrochait en dessous, là, je peux vous dire que le marché sera en train de travailler tout simplement un retournement économique sur les États-Unis. Et on va aller voir, si vous voulez bien, l'Allemagne en conséquence de ça. Eh bien, l'Allemagne, elle est au plus haut, malgré tout un tas de choses qu'on pourrait se dire. Et là aussi, ça décroche. C'est-à-dire qu'il y a techniquement des choses qui sont en train de se passer. Alors, c'est pas encore vraiment validé. Mais ça pourrait aller chercher le 2,2, on est à 2,58, ça pourrait le faire. Alors je vous ai pas fait voir l'Italie qui est dans sa propre problématique, qui est en train de baisser, donc c'est pas un graphique qui exprime des choses. J'ai pas fait la France non plus pour les raisons que vous devinez bien, c'est aussi pour des raisons internes. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas méchant, ça se voit pas beaucoup, hein, mais les taux d'intérêt quand ils commencent à décrocher, ça veut dire pas mal de choses. Crise économique potentielle. Alors plein de choses avantageuses, on est bien d'accord, mais on peut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça et on verra bien ce que ça donne. Mais pour moi, il faut rester très vigilant. Et donc ça corrobore l'idée que la peur de la bourse est peut-être pas si injustifiée que ça à ces niveaux de valorisation des actions par rapport à des éléments macroéconomiques qui peuvent être un petit peu gênants. Voilà ce que je pense sur la macro. On va enchaîner avec les indices, on va regarder ça un petit peu. On n'est pas loin de la clôture, la clôture européenne. Puis on va regarder ce que donnent aussi les indices américains. On va voir comment ça gigote en cette fin de semaine. C'est assez mouvementé cette semaine. Allez, c'est parti. Et on commence avec notre CAC 40 qui ne connaît pas la crise. Regardez bien, il a accéléré. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le luxe. Le luxe qui a fait des super résultats, notamment avec LVMH, des super résultats, puisque LVMH ne baisse plus, mais fait plus 1% de chiffre d'affaires sur le trimestre 2, 3, je ne sais plus lequel c'est, enfin bon, bref. C'est du n'importe quoi, ça a pris 12%. Évidemment, le CAC 40 étant très imbibé de luxe, il a monté un peu dans le vide. Je suis beaucoup plus content de ce qui s'est passé sur Essilor-Luxottica. Et je vous rappelle, c'est une des fantastiques françaises, et certainement pas LVMH. Mais bon, voilà, la combination de tout le monde fait que ça a monté. Voilà, donc moi je m'attends toujours à 8320, j'y crois pas du tout, mais bon, là on y va. Hein, voilà, je comprends pas le marché, on va dire. Je le comprends plus là. Là je dois être fatigué, faut que je parte en vacances, ça doit être ça. Allez, on va aller voir l'hebdomadaire, ça doit être plus clair. Bim, en hebdomadaire, voilà. Bon, ça passe au-dessus. Allez, ça va le chercher la semaine prochaine, on verra bien. On ferait un plus haut historique dans ces conditions-là de marché. C'est quand même totalement bizarre. Entre nous, c'est vraiment bizarre. Mais non, c'est dû à quelques news sur des valeurs qui pèsent lourd. Hein, mais voilà, moi, je suis beaucoup plus fan de Essilor-Luxottica. Je rappelle à qui veut l'entendre que ça fait maintenant 2 ans que je suis très fan depuis 180 € et je crois qu'on a passé les 300 aujourd'hui. Allez, on regarde tout de suite le DAX. Lui va peut-être être un peu plus raisonnable. Et hop, voilà notre DAX. Et lui, il fait exactement le scénario que j'avais prévu. Il a tapé là-haut, on y était la semaine dernière, au moment où on a parlé, ça a dû décrocher. Ah oui, c'est vrai que ça a décroché pendant l'enregistrement. Puis voilà, ça a baissé, devrait aller rechercher là le 24 000. Donc il y a une distorsion pro-française en ce moment. Bon, c'est dû au secteur, hein, c'est dû aux actions qui sont dans le DAX. Et dans le CAC 40 qui font cette distorsion. Allez, on va aller voir tout de suite ce qui se passe en Finlande. On était en spécial Finlande. On va regarder vite fait l'indice finlandais, ce qu'il donne, s'il suit le mouvement de l'un ou de l'autre. Et bien voici l'indice finlandais des grosses capes finlandaises et il a passé ce niveau de prix-là. Alors, la dernière fois, on avait passé au-dessus, ça avait été invalidé et hop, ça a rattaqué. On est plutôt franco-français, du coup. Il y aurait plein de luxe en Finlande. Bon, j'ai 2-3 petits dossiers un peu luxueux sur la Finlande, mais on peut pas dire que ce soit un pays de la... Voilà, donc ça va pas si mal que ça en Europe. Il y a que l'Allemagne qui corrige un petit peu. Enfin, il y a pas que l'Allemagne, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas flagrant et la peur aux États-Unis n'est pas encore dans les indices, les grosses capes américaines, ça c'est certain. Tiens, on va aller voir vite fait un indice finlandais, mais un indice small mid, voir ce que ça donne. Et voici les small finlandaises. Regardez bien, hop. J'avais mis en vert parce qu'on avait cassé, ça a été invalidé et hop, badaboum. Alors là, c'est beaucoup moins drôle. Ça, c'est beaucoup moins bien. Donc les grosses ont l'air d'être achetées, les small ont l'air d'être vendus. Pour l'instant, c'est pas fou de faire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à travers juste les small et mid de Finlande, on voit à peu près ce qui se passe sur l'Europe. Et on va aller voir tout de suite les Américaines, comment elles se comportent en cette fin de semaine. Et nous voici sur le Dow Jones. Le Dow Jones qu'on voit sur une longue période. J'avais une résistance ici. Alors on l'a à peine effleuré ici. Bon, voilà, c'est comme ça. Et je vous avais dit, si ça part en dessous ce biseau, ça part violent. Bon, pour l'instant, c'est assez
pas violent, on va dire. Enfin, quoi que ça avait, rappelez-vous, la semaine dernière, c'était vraiment pas beau. Et on a une bougie, entre guillemets, d'incertitude. Ce serait bien que ça clôture autour de 46 300, mais ça n'a pas du tout envie. Il faudrait que ça reprenne 1%. Et là, je suis en train d'enregistrer autour de 17h15 et j'ai pas le sentiment que ça va être le cas. Je pense que ça va plutôt faire une bougie qui va finir autour de 45 700. Cherchez ça. Je vous avais dit, hein, ça, je le garde parce que faudra voir ce que ça donne. Mais ça, si ça travaille, ça rebondit, je dirais, on passe en situation neutre. Si ça passe en dessous, ça sera correctif. Hein. Ce sera une correction. Voilà, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a pas panique en la demeure, mais il faut faire attention à ces mouvements-là, surtout au niveau où on est rendu. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir le Nasdaq, ce qu'il donne à l'instant où j'enregistre. Alors, le Nasdaq qui nous a fait une semaine particulière, j'agrandis. Je monte, je baisse, je monte. Et en gros, je suis au milieu de la bougie de la fois d'avant. Ça n'a pas d'expression. Enfin, à un moment donné, il y a des gens qui veulent inventer des trucs. Globalement, c'est Gloubi-Boulga, hein, que ce soit très clair. Ça remonte, ça baisse, ça remonte, ça baisse, etc. Ça n'a pas choisi, mais par contre là, il y a un avalement baissier, clairement. Donc, pour moi, correction. Pour moi, aller chercher quoi? Il y a quelques supports. Il y en a plein, des obliques, etc. Ça a besoin de respirer, hein. Ça se couvre parce que ça veut voir. Les gens pensent qu'on va aller à 17 000. Ouais, peut-être qu'on ira à 17 000, mais pour l'instant, on est ici. Il est temps de bien réfléchir. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas fait une petite erreur dans mon oblique? J'en ai une qui me vient à l'esprit là, qui pourrait être la bonne pour le niveau supérieur. Je vous la trace tout de suite. Et voilà, ça y est, je l'ai. C'est ici, presque ici et ici. Voilà. Donc, un pouillème près. Allez, je la mets là, paf. Ça ressemblait de ça. Bon, on verra. On verra si elle a du sens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a du sens technique, on va dire. Et on verra bien ce vers quoi ça nous emmène. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a besoin de respirer. Au minimum de respirer. Mais comme vous l'avez compris, je suis plutôt sceptique sur pas mal de comportements du Nasdaq. Et là, je vois au moment où j'enregistre, ça repart un peu légèrement à la baisse. Ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. On attend la clôture européenne, à mon avis, pour prendre des décisions. Et à mon avis, elles seront pas positives. C'est mon avis, ça n'engage que moi. On verra bien. Si le temps que j'enregistre la vidéo, ça a encore changé. On verra bien. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec l'autre partie. Hein. Vous allez passer par le disclaimer qui est obligatoire. Hein. Je ne suis pas un conseiller. Et puis, on vous aurez aussi la biblio qui vous indique les valeurs que j'ai déjà étudiées, notamment celle de la semaine dernière sur la Finlande. On va continuer en Finlande avec des dossiers intéressants que vous m'avez proposés. Il y a une longue liste, hein, donc on continue là-dessus et on enchaîne tout de suite après ce fameux disclaimer et cette biblio qui vous explique comment retrouver des valeurs dans la chaîne. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Redelphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et pour ce qui est des brokers qui sont associés à cette stratégie, vous avez un article qui est à votre disposition dans le site internet Fondamentalement en Bourse, qui est à votre disposition. Vous avez des liens dans la description. Allez, on enchaîne tout de suite avec les valeurs qui sont travaillées sur Zone Bourse. Hein, c'est le site partenaire, le sponsor de la chaîne. Vous avez été très nombreux à solliciter un abonnement, hein, je vous remercie. Et on a l'habitude dans Zone Bourse de faire une astuce. Et je vais vous faire voir une astuce concernant la partie de finance, la partie des chiffres pour simplifier un peu les choses. Vous allez voir qu'il y a des petits trucs qui sont pas toujours visibles et que vous allez voir qui simplifient un peu la vie. Allez, on regarde ça tout de suite sur l'appli Zone Bourse. Allez, c'est parti. Alors, on est dans la mire de Zone Bourse, là, et puis on va aller voir une valeur au hasard. Je sais pas, on va faire un truc... Essilor Luxottica, par exemple. Voilà, on est dedans. Essilor, oh, plus 13. Ça, c'est curieux, ça.
Je l'ai fait exprès. Hein. C'est juste pour rappeler à tout le monde, les vieux qui suivent la chaîne, que Essilor, ça fait 2 ans moi que j'en parle et que je dis que ça va tout casser. Bah, c'est en train de tout casser, tout simplement. Voilà, superbe valeur Essilor. Essilor, c'est une valeur exceptionnelle. Je l'ai toujours dit. Enfin non, pas toujours. Ça fait 2 ans que je le dis. Et c'est une valeur hors du commun qui est en train d'accélérer encore très fort avec des résultats exceptionnels. Mais je voulais vous faire voir un truc sur les résultats financiers, on va dire. Voilà, les prévisions des analystes, les comptes de résultats, tout ça, on ne peut pas tout faire aujourd'hui. On va juste regarder les prévisions. On arrive sur un menu qui nous propose des courbes, des bâtonnets, on a un peu perdu, blablabla. Et écoutez, c'est très bien, c'est le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, résultat net, des trucs de financier, quoi, en gros. Et regardez bien un truc que les gens ne connaissent pas et qui est quand même assez intéressant. Si vous voulez vous intéresser à l'exploitation, le résultat d'exploitation, c'est ce qui est des bâtonnets jaunes. Et la marge d'exploitation, c'est le trait jaune. Bah, vous pouvez tout enlever le reste. Je clique là. Tiens, les supporters du FC Nantes, bonjour. Et puis, vous enlevez ça. Et vous n'avez plus que le jaune. Donc, vous avez la marge nette ainsi que son taux de marge nette. Et donc, voilà, le résultat... Enfin, voilà. Par contre, je parlais en net. Non, excusez-moi. Vous avez ici le résultat d'exploitation en valeur, et puis vous l'avez en taux. Alors évidemment, ici, il y a un gros trou, hein, c'est 2020, puis vous avez la perspective ici en hachuré qui serait accélératrice encore. Donc bah, c'est pour ça qu'Essilor, à mon avis, ça va gagner des sous un peu plus dans les années qui viennent. Et c'est loin d'être terminé pour Essilor, à mon avis. Voilà, ça c'est une petite astuce. Puis au passage, vous avez aussi les comptes, les résultats trimestriels prévus qui sont ici. Vous cliquez là. Hop, et vous avez des chiffres au trimestre qui vous donnent des valeurs trimestrielles. Vous avez même les tableaux qui sont accompagnateurs sur le sujet. Voilà, sur la finance, petite astuce toute bête. Vous avez plein de tableaux qui suivent derrière. Je vous laisse deviner que c'est très plein, tout ça. Voilà, c'était la petite parenthèse zone bourse. Donc je vous rappelle 3 abonnements potentiels. Hein. Il y a l'Access, le Premium et l'expert. Moi j'ai les deux, hein, expert et Premium. Premium c'est très bien pour les débutants. Puis si vous voulez aller directement au système le meilleur, bah, vous allez sur l'expert. Il est beaucoup plus confort. Il y a toutes les options sont à disposition. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous avez 25% maintenant de manière continuelle. Donc vous pouvez vous abonner maintenant. 25% sur l'abonnement. Il y a très peu de gens qui l'ont, donc voilà, moi je suis content de l'avoir. C'est dans la description. Allez, c'est parti, je vous laisse cliquer, vous abonner, vous allez découvrir le monde de la bourse grâce au meilleur site d'information qu'est Zone Bourse. Allez, c'est parti, la page de pub est terminée. On va regarder sur Zone Bourse les valeurs que vous m'avez proposées et on commence avec une valeur finlandaise, on est en spécial Finlande et on va aller voir Wärtsilä. Allez, c'est parti, on regarde Wärtsilä tout de suite. Wärtsilä, c'est donc Bruno qui me l'a proposé, WRT1V, ça c'est le code. Et on est sur une belle entreprise, hein, y a rien à dire. Hein. On est dans la fabrication de moteurs de bateaux, des gros moteurs, hein, des très gros moteurs. Et je savais pas qu'ils existaient d'ailleurs, parce que moi je suis à côté de Saint-Nazaire, et Saint-Nazaire, il y a une fabrique de moteurs, mais c'est les MAN qui font aussi les camions MAN, mais c'est aussi des moteurs, des très gros moteurs de bateaux. Je peux vous dire que les moteurs sont gigantesques. Hein. C'est grand comme une maison. Dossier intéressant, magnifique, hein, superbe entreprise. Bien sûr que ça peut vous intéresser. Mais comme tu l'as vu, hein, j'ai mis une oblique qui est quand même assez claire, même si c'est pas la bonne, si c'est le point ici, enfin j'ai essayé dans tous les sens, de toute façon on est haut, on est très haut, on est très cher aussi en valorisation, mon petit Bruno. Donc je suis désolé de te le dire, mais je crois que je l'avais déjà faite. Hein, je l'ai reprise uniquement pour vous dire, c'est trop tard, c'est juste trop tard. Et là, faut encaisser. Là, c'est même pas, faut encaisser partiellement, beaucoup, tout, j'en sais rien. Si t'es acheteur ici à 6 et que t'es à 25, super, x4, bonne journée. Bon courage, au revoir. Genre de titre sur lequel moi j'ai fini mon histoire. Alors tous les indicateurs sont ouverts. Ça peut être ouvert et retomber à 18. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais enfin bon, voilà, c'est plutôt intéressant comme ça. On va aller voir un hebdomadaire. J'ai un petit couloir haussier aussi qui est assez sympa. Et voilà le couloir haussier dont je te parle. Donc des bornes basses ici, une exagération à la Trump ici, et puis on va voir la borne haute ici, puis ça tape, hein, ça tape. On voit que c'est clairement, ça monte, ça se fait renvoyer, ça réessaye, ça se fait renvoyer. Donc il faut que ça travaille et que ça casse pour que tu puisses rentrer. Mais même là, je trouve que potentiellement, tu peux devoir prendre un reverse. Il y a des fois des dossiers que j'achète pas parce que je les trouve chers et que j'ai peur que ça me revienne en pleine figure. Donc du coup, j'y vais pas. Et c'est comme ça que je peux rater des opportunités où ça monte très fort, où j'ai pas perçu que ça pouvait aller encore plus loin. Et ça m'arrive régulièrement, mais c'est pas grave. Je rate des trains tous les jours. Allez, on va aller voir un dossier que Amilcar et Philippe m'ont demandé. Il s'appelle Relais Group. On va aller voir ce dossier-là tout de suite. Et le code de la valeur, c'est Relais, tout simplement. RELAIS.
Dossier haussier, avec une exagération comme on a sur énormément de valeurs en Europe, même au monde, je dirais, avec le délire de 2021 et puis le retour de bâton de 2022. Et on retourne dans la moyenne. Et écoutez bien Philippe et Amilcar, surtout toi Amilcar, un petit coucou aux Suisses. Je me rappelle bien de toi, je t'attends, mon ami. Tu sais de quoi je te parle. Ici, on est à peu près à 8. Là, on est à peu près à 16. Bon, voilà, x2. Je fais très bêtement. Mars 2020, on est en septembre 25, 5 ans. Écoute bien, regarde bien le chiffre d'affaires. Bim, bim, x2 en graphique. Donc, ça monte pas vite, ça monte pas très vite, et ça montera pas très vite. Donc voilà, ça a tapé dans la borne haute. Et puis, on va aller voir si en hebdomadaire, on a un truc sympa à voir pour un support. Belle entreprise, rien à dire, on est dans la vente automobile. Ça me fait penser d'ailleurs à Aramis Auto, là, que j'avais formé quelqu'un qui était un insider. Je ne citerai pas qui, puisque j'ai un devoir de discrétion. Je le formais et quand il a introduit en bourse la société, je lui ai dit vends, c'est trop cher. Et lui, il m'expliquait l'inverse. Et là, s'il a divisé par 5 son patrimoine, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dise ? Ça s'appelle Dunning-Kruger. Je sais, je pense. Et surtout, des banquiers d'affaires m'ont bombardé la tête en me faisant croire que j'étais assis sur une mine d'or qui allait faire x10. Il a fait diviser par 10. Et puis après, il a fait x2. Donc, il est qu'à diviser par 5. Mais c'est une catastrophe. Donc, Relais, c'est un peu dans le même principe. Les pièces automobiles, etc. Bon, c'est bien. C'est bien. Ils se développent. C'est un peu mieux, effectivement, que nos amis Aramis Auto. Mais bon, voilà. Pas d'intérêt particulier pour ce dossier-là. Il est bien, il est pas mal, mais il faut aller chercher un point d'entrée pour pouvoir essayer de choper quelque chose en termes de gains. Mais c'est pour du trader, investisseur, c'est pas assez punchy, ça. Allez, on regarde ça tout de suite. Et voici le graphique, je n'ai trouvé que ça. Voilà, je suis désolé. Donc j'ai un support potentiel autour des 14 €. Hop, j'agrandis par ici pour aller chercher un 17-18. Ouais, c'est pas extraordinaire comme intérêt, qu'on soit très clair sur le sujet. Il y a beaucoup plus intéressant comme type de dossier, à mon avis, mais bon, pour quelqu'un qui veut absolument avoir des pièces automobiles dans son portefeuille boursier, franchement, c'est pas mal, intéressant. Simplement intéressant. Les boîtes finlandaises sont généralement des boîtes intéressantes, mais bon, voilà, faut choisir l'excellence. Pour moi, c'est pas l'excellence, mais bon, c'est pas une plure, qu'on soit très clair. Allez, on passe à la suivante. Ça sera Valmet avec Christophe qui me l'a proposé. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Alors voici Valmet sur longue période. Alors c'est un dossier qui monte malgré l'activité qu'il a, parce que c'est quand même une activité, faut quand même l'avouer Christophe, oui c'est ça, c'est Christophe, que c'est quand même pas, je vais pas dire des mots vulgaires, mais c'est quand même pas excitant de me parler de papier, même si c'est des machines, de l'entretien de machines, des productions de papier. C'est comme si tu me parlais de moi pour moi, en tout cas. C'est comme si tu me parlais de fabrication de fer à cheval, quoi. Ou de diligence, pareil. Ne m'en veux pas, c'est caustique, mais en même temps, faut que tu en souris. C'est toujours rigolo. Tant que t'es pas investi dedans, tout va bien. Il y a rien à tirer de ça. Il y en a à tirer. Donc je t'ai tiré une obligation. Alors il y a un point d'entrée qui est évident sur les 22, là, à peu près, là, vers 22, peut-être voire même aller sur 20. Le problème, c'est qu'en bourse, vous avez ce que vous comprenez peut-être pas. Je ne sais pas si tu es nouveau ou tu es un ancien, mais bon, tu dois être un petit nouveau. C'est que tu as des risques très importants sur la bourse. Donc, si tu n'as pas une potentialité de gain important, tu peux te retrouver avec des potentialités de pertes importantes face à des gains potentiellement faibles. Et si tu as des gains faibles par rapport à des pertes fortes, tu es mort. Alors, si tu as des pertes fortes, mais que tu as fait des gains forts, ça se passe beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Soit tu rentres dans le risque, soit tu rentres pas dans le risque. Moi, à vrai dire, il y a plein de gens qui viennent en bourse uniquement parce que ils veulent faire de l'épargne. Mais l'épargne, c'est pas la bourse. L'épargne, c'est pas la bourse. C'est ton livret A, c'est d'autres choses. À la limite, ta maison. Mais pas des sociétés comme ça. À mon goût, c'est mon avis. Juste une astuce technique. Regarde, tu vois, on a clairement pareil, exagération de devinez quoi ? 2021. Réintégration de 2022. Une petite exagération là. Mais bon, globalement, on est revenu dans un trend classique avec le grandissement de l'entreprise qui est finalement assez classique. Et l'exagération, elle est assez facile à voir. C'est le double de l'oscillation habituelle. Elle est ici, le double. Donc, comment tu fais ? Alors, je recommence. Toi, regarde, j'avais pris ça, je l'ai dédoublé et j'ai mis mes points hauts là et j'ai vu ça. Et tiens, paume, tu vois, ici. Donc, toi, ça donne ça. Donc, tu peux le mettre comme ça, tu peux le mettre comme ci aussi. Mais globalement, voilà, donc tu as la traçabilité globale de ce graphique. Elle est assez simple en mensuel. On va aller voir en hebdomadaire, mais il n'y a pas grand-chose à rajouter sur le dossier. Voilà, donc en hebdomadaire, j'ai peut-être une oblique ici qui résiste. Ça part, tu vois, ça part bien à la cave, là.
Voilà, hein, vive le papier, oui, si tu veux. Si tu veux. J'ai pas dit que t'avais dit ça, hein, mais bon, tu vois, t'as bien compris ce que je voulais te dire à travers ça. Voilà, je te remercie Christophe, en tout cas pour me solliciter sur un dossier finlandais, comme je l'ai demandé. Tu ne fais pas comme certains qui me demandent tout et n'importe quoi. Je te remercie pour cette rigueur. On va continuer avec Fabrice qui m'a parlé d'un dossier Bithium que je connais bien. Allez, c'est parti. Et donc voilà la valeur Bithium qui voilà, hein, tac, accélération extraordinaire, magnifique. Il fallait la voir avant, il fallait la voir par ici, quoi, hein, tout simplement. Il fallait juste la voir là. Et tu vas me dire, ouais, c'est pas facile. Bon, bah tiens, je te mets, regarde bien ce que j'ai fait. Je te le mets là. C'est sur Dynamic Invest. C'est voilà, ça fait un petit moment. Et tout va bien pour cette position-là. Donc c'était par ici, hein, c'était par là ou là, je sais plus exactement, ou là ici. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bithium, c'était une valeur intéressante. Et puis je l'avais repéré, tout simplement. Et après, j'ai découvert que c'était un peu de l'armement, donc je suis beaucoup moins fan. Et regarde bien ce qu'on a fait tout à l'heure. Tu vois, regarde, on fait la même chose. Copier, tu vois, copier le canal. Hop, on copie. Qu'est-ce qui se passe? Alors soit tu te mets avec les mèches, tu vois. Hop, attendez, hop, ici, tu vois, ici, mèche là. Soit tu te dis, oh non, je prends pas les mèches. Toi, tu te mets sur les hauts des bougies, on est en mensuel, hein, et tu es à peu près comme ça. Voilà, donc tu as eu l'accélération, une correction, et la réaccélération. Franchement, tu devines ce que je vais te raconter sur le dossier. Il va falloir attendre, un peu comme ici. Il va falloir attendre que ça aille chercher le 10 ou peut-être le 13, 12, là, je sais pas trop, mais il va falloir que ça se calme, parce que là, ça monte en ligne droite. Alors oui, c'est de l'armement, on est dans la communication armement, on va dire, tout bêtement. Donc c'est pas non plus une fabrication de chars, hein, ça sert à d'autres choses dans le civil, mais bon, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. On peut avoir un peu d'armement, mais pas des grosses bécanes comme Leonardo, comme Kongsberg, comme... Ah oui, pardon, vous connaissez pas ces dossiers-là, vous connaissez que Thales et Dassault Aviation. Bah oui, vous faites que du français, mais il y a pas mal de choses en Europe intéressantes. Moi, je trouve que la plus intéressante de toutes était Kongsberg. Bon, maintenant, c'est beaucoup trop haut, et on voit bien que ça commence à souffler, à souffrir sur les valeurs de l'armement. Donc Bithium, voilà, je te mets un petit graphique hebdomadaire pour regarder ce qu'il y a à faire là-dessus. Et hop, voilà le graphique hebdomadaire. Ça a été cherché. Regarde bien, on a ici. Alors tu vas me dire, je vois pas très bien. Allez, on se met en daily, ça va être mieux, c'est plus facile en daily. Voilà, en daily, tu vois, paf, paf, et paf, accélération. Donc ça n'a pas fini. Tu as une petite oblique ici que je ne vais pas tracer, hein, mais on est en daily. Voilà, donc ça a été rebouché ce gap un peu plus bas, c'est reparti. Voilà, donc tu es dans la première partie d'un éventuel couloir qui a été refusé une première fois. Et si ça veut continuer, ça repartira là. Et ça ira peut-être chercher le couloir au-dessus, beaucoup plus haut, plus tard. Voilà, c'est une valeur, je ne sais pas commenter plus, mais attention, on est sur des marchés assez chers. Donc faites attention à ces valeurs qui ont monté très fortement ces derniers temps. Les arbres ne montent pas au ciel, les racines ne vont pas en enfer, mais les arbres ne montent pas au ciel, tout simplement. Donc si vous voulez bien, on va continuer avec la suite de la vidéo. On continuera les finlandaises, hein, on n'a pas fini énormément, donc on va les continuer dans les semaines qui viennent. Mais on va enchaîner tout de suite avec les pépites, on va voir si les pépites, elles se retournent. Les fantastiques aussi, on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Et on commence par les fantastiques, hein. C'est donc des valeurs longue période, hein, des grosses valeurs, on va dire plutôt des belles valeurs. Et on voit que c'est à peu près stagnant sur longue période, mais on va regarder un peu plus près, c'est là où on va voir le détail de ce qui se passe. Alors voilà, je me suis mis en 6 mois. On a une accélération, hein, je vous disais, j'étais content. On a un pullback, entre guillemets, sur le niveau qui était ici, puis ça repart vers le haut. Ah, évidemment, hein, il y a Ferrari qui a pris une grande claque, mais que j'ai conservé dedans parce que voilà, c'est sur longue période et je pense pas que Ferrari soit si mauvais bougre que ça. Et puis on a remonté cette semaine grâce, vous devinez à qui, grâce à qui, mais on va creuser tout ça dans le tableau des valeurs qui sont dans les fantastiques. Allez, on se met en semaine et qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, oui, je vous le dis depuis le début, Essilor Luxottica, ma pépite. C'est quand même assez impressionnant, hein, cette valeur. Elle a fait 60% depuis que j'en ai parlé. C'était une des vidéos du CAC 40 hein, que j'avais dit. Ça doit être fin 2023. Et depuis, voilà, ça galope. Et c'est que le début. Plus 14% cette semaine. On a SML qui, voilà, tout va bien. On a Flatex de Giro qui a battu un record. Inditex qui remonte la pente. Hein, je suis content. À moins 10 sur l'année maintenant. Elle était beaucoup plus bas. Puis on a des dossiers un peu. Alors à vrai dire, quand j'ai un dossier d'un pays qui va moins bien, je me pose des questions. Mais par contre, j'essaie de voir s'il y en a un autre. Et j'en ai peut-être un sur la Pologne par rapport à InPost. Alors InPost c'est coté à Amsterdam, mais c'est polonais. Et puis voilà, Lotus Bakeries, hein, moi je vous le dis, on
on retient bien, c'est par ici que ça se passe. On est à moins 35% depuis un an. Je pense qu'on a fait le gros de la correction sur Lotus Bike Race. Le dossier est toujours aussi formidable. Et puis on a Novo Nordisk et DOF qui ont bien décalé vers le bas. Bon, sincèrement, je suis pas très inquiet pour les deux dossiers. Alors si ce n'est que Novo Nordisk, ça creuse. Mais je maintiens que Novo Nordisk, ça peut se retourner. Voilà, ça gigote encore. Bon, c'est ce qui fait la courbe que vous avez appréciée. Mais voilà, c'est plutôt les Françaises qui sont pas mal. Je rappelle quand même que nous avons Legrand et Essilor qui sont quand même au top. Voilà pour les fantastiques. On va enchaîner si vous voulez bien. Donc je change rien par rapport à ça. On va enchaîner avec les pépites, ça va bouger un petit peu. Allez, on passe tout de suite sur les pépites, les petites valeurs. Et voici les pépites, l'évolution des pépites. Ça bouge pas, ça monte, ça baisse, ça monte. C'est depuis le début de l'année, on est à plus, je sais plus combien, je crois que c'est de l'ordre de 40%. 40% de progression et on va aller voir un petit peu le tableau des valeurs parce que ça a bougé cette semaine. Alors celle qui a bougé le plus cette semaine, écoutez, c'est en bas de tableau, c'est Hightech et surtout ce vendredi. Donc voilà, elle a pas apprécié ce qui s'est passé vendredi et on a KDLR qui a baissé. Alors j'ai pas de signaux particuliers contrairement à Hightech où je trouve que c'est un peu plus compliqué. KDLR, elle est juste arrivée sur un support en espérant qu'elle le casse pas. Si elle le casse, on sera obligé de la sortir, je pense. Mais on a surtout, et ça fait un moment que ça dure, Red Elphi, qui vient de tout exploser à la hausse et qui, depuis le début de l'année, est à plus que 100% de progression. Donc on est toujours dans cette distorsion entre les gagnants et les perdants, c'est-à-dire quand on gagne beaucoup, et les perdants, on perd, entre guillemets, moins. Et tant que c'est comme ça, vous avez un graphique qui sera plutôt haussier, même s'il est stagnant depuis quelques semaines, eh bien, globalement, il n'est pas baissier non plus. Par contre, très simplement, quand on voit Hightech, on va aller voir le graphique et je vais vous faire voir un petit truc. Et donc Hightech, c'est la reine des gaps. On est en daily, qu'on soit très clair. Ici, c'est la période où on l'a rentré dans les pépites. Et en ce début d'année, entre guillemets, c'était par ici. Ouais, c'était ici, c'était par là. Donc fin 2024, entre guillemets, on était autour de 47. On est monté jusqu'à 120 x3 et ici on est à 84. Donc on est voilà. Et par rapport au début de l'année, on est autour de 45% de progression. Et je trouve que ce trou-là, qui est suivi par cette accélération baissière, me font dire qu'il est temps d'aller encaisser notre gain, puisqu'on est à plus 47. Je vais vérifier juste après. Mais on va sortir la valeur, ça va bouger un petit peu sur les pépites. Mais globalement, on va encaisser. Franchement, je vous le dis, je trouve ça pas très juste. Mais c'est comme ça, c'est la bourse. Et à un moment donné, il faut savoir prendre une décision. Donc on va sortir cette valeur en gros gain aussi sur les pépites, puisque voilà. En gros, c'est 1 x 2. Tu perds 10% sur un truc, tu gagnes x2 sur l'autre. Vous devinez bien ce que ça donne à la fin. Donc on va diminuer encore d'une pépite et puis on va voir si on donne une nouvelle valeur. On le fera pas aujourd'hui parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce qu'il y a sur le marché. Alors j'en vois, on verra bien. Mais ce sera pour une autre émission. J'espère que vous l'avez apprécié, un petit peu plus longue que d'habitude. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié et savoir mettre des pouces et des likes pour pouvoir la pousser un petit peu dans le moteur de recherche YouTube. Puis je vous mets ici un programme qui s'appelle Débuter en bourse, qui permet aux nouveaux de débuter en bourse et d'apprendre mieux la bourse. Et puis vous avez ici une vidéo qui vous permettra de découvrir qui je suis, d'où je viens et si je suis tout simplement compétent. Et je vous dis un bon week-end et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!